vue. Point de vue, votre émission hebdomadaire sur la première radio privée en Mauritanie. Mauritanie DMFM, la 100.5. Tous les mercredis à partir de 20h. Présenté par Babakarna. Bonsoir, chers auditeurs de Mauritanie de MFM, la radio leader. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir dans votre émission Point de vue, Monsieur Dada Fadel, jeune Mauritanien intellectuel engagé. Monsieur Fadel a fait ses études fondamentales, secondaires et universitaires à Nouakchott. Après son baccalauréat, le jeune Fadel se débarque comme tout jeune Mauritanien ambitieux à l'université de Nouakchott pour poursuivre ses études supérieures, où il a eu son premier diplôme universitaire en traduction anglaise. Il se lance dans le journalisme où il a fait ses preuves dans quelques organes de presse avant d'ouvrir sa propre entreprise Maurice Sahel. Le journaliste Fadel s'engagea dans la politique et milite dans le parti au pouvoir, l'Union pour la République UPR, où il fut le chargé de la commission de la jeunesse. Son engagement politique lui a valu un poste de directeur adjoint au ministère de la Communication entre 2014 et 2018. Il est aussi directeur de la programmation au ministère de la Culture depuis une année, même s'il ne veut pas utiliser ce titre. Rappelons que M. Fadel est journaliste politologue, analyste. M. Fadel, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Mon frère Babacar, merci pour vous et pour Radio Mauritanie pour cette belle opportunité et pour cette belle présentation. Monsieur Fadel, nous allons commencer notre émission par votre métier. Vous êtes journaliste connu par votre engagement. Comment se porte le journalisme mauritanien? C'est une question très pertinente. En fait, le journalisme en Mauritanie, comme vous devez le savoir autant que moi, que ça fait quelques années que ça commence à donner espoir, surtout avec l'engagement de plus en plus de jeunes dans ce métier passionnant, ce métier fondamental pour la démocratie dans le monde libre, dont nous faisons partie désormais. Donc je pense que les dernières années ont connu une bonne avancée pour le métier de journalisme, et même si ce n'est pas encore à la hauteur de nos attentes, nous journalistes, nous espérons que ça puisse continuer. Moi, j'ai été fier en 2011 de faire mon premier stage en journalisme dans la première radio privée en Mauritanie DMFM, qui m'a donné l'amour de ce métier et que je trouve très passionnant. Aujourd'hui, d'ailleurs, je me présente comme journaliste plutôt que comme fonctionnaire. Donc pour vous dire combien j'aime ce métier, parce combien que je l'admire. Parce que le métier vous a tout donné. Exactement. Et c'est indépendamment des postes, des fonctions qui viennent et partent. Le journalisme, c'est à moi. Je reste journaliste. C'est ma passion. Je continuerai à le faire tant que je serai vivant, Inch'Allah. Alors, depuis le lancement des médias privés en Mauritanie, il y a quelques années, rien ne va presque pas, on peut l'appeler comme ça, dans les différents organes de presse, surtout l'audiovisuel. Où se situe juste le problème? En fait, il y a effectivement ce problème au niveau des entreprises, des entreprises de l'audiovisuel, les télévisions privées et les radios privées qui n'arrivent pas à décoller correctement. Ça on l'a remarqué, ce qui a d'ailleurs poussé l'État à créer un fonds d'appui à la presse. Je pense que l'institutionnalisation de la presse en Mauritanie n'a pas encore atteint le niveau que nous voulons. Aujourd'hui, les entreprises les entreprises de presse qui gèrent les médias n'arrivent pas à avoir les retombées attendues du domaine, et donc ça reste un peu difficile. Il y a le marché publicitaire qui ne marche pas très bien, même si tout récemment le gouvernement en appui aux médias a mis en place une autorité chargée de la régulation de la publicité qui vient tout juste de commencer son travail il y a quelques semaines. Donc j'espère que cette nouvelle appellation puisse améliorer. Et aussi je sais à travers mon travail dans le ministère de la Communication, qui est actuellement sous le tutelle du ministère de la Culture,
qu'il y a une ambition qui revient à chaque fois et qui est l'objectif, le plus grand objectif du département de la communication, c'est aider la presse à avoir de vraies institutions, à avoir de vrais établissements qui pourront se tenir eux-mêmes. Donc, et ça reste donc à nous journalistes d'appuyer cela, et aussi on s'attend bien à ce que le patronat, les hommes d'affaires aussi puissent comprendre l'importance de la publicité pour les médias et l'importance des médias pour la démocratie. Nous avons constaté aussi que la plupart des licences ont été livrées à des hommes d'affaires et non à des journalistes de formation. Cela n'a pas causé ces difficultés que rencontrent aujourd'hui les médias privés mauritaniens? De mon point de vue, non, même si les licences ont été livrées toutes au nom de journalistes, même si derrière il y a des hommes d'affaires, mais seuls les hommes d'affaires sont capables d'offrir de tels médias. L'entrepreneuriat en journalisme, il n'y a pas, je ne vois pas de journaliste aujourd'hui capable vraiment d'engager un aussi grand investissement, surtout en ce qui est des médias audiovisuels. Donc il est tout à fait normal que ce soit, c'est le cas d'ailleurs partout dans le monde, les plus grands médias du monde appartiennent à des hommes d'affaires, donc je pense nous ne faisons pas l'exception. Vous voyez comme moi que le Washington Post par exemple, l'un des plus grands journaux américains appartient à Amazon, à Jeff Bezos, donc nous ne sommes pas une exception, donc je pense que c'est juste qu'il nous faut encore un peu plus d'appui pour pouvoir avoir une presse institutionnelle, vraiment. Mais pourquoi ils ont ce problème à gérer leur personnel? Parce qu'on voit que les journalistes que nous sommes, nous faisons des va-et-vient, tantôt on entend Babacar Nam dans tel média, demain on le voit dans un autre média. Est-ce qu'il n'y a pas une solution aujourd'hui, ou bien une bonne politique pour essayer de gérer tout ça? Moi, de mon point de vue personnel, je vois qu'il y a un autre problème qui a été posé avec un problème nouveau avec la libéralisation de la presse audiovisuelle, c'est celui du manque du personnel. En fait, le personnel qualifié. Vous savez tout comme moi que les médias privés audiovisuels n'arrivent pas suite à un manque financier, n'arrivent pas à payer correctement le personnel. Donc le personnel qualifié n'acceptera pas d'être sous-payé. Il n'y a que quelques-uns comme vous, je me permets de dire comme moi, comme d'autres qui adorent ce métier et qui se sacrifient pour cela. Et donc ce manque de moyens dans les médias privés les pousse à avoir plus de stagiaires que de journalistes. Donc on voit un certain niveau, je dirais pas médiocre, mais un certain niveau qui n'est pas très bon dans les médias privés, qu'on rencontre pas dans la presse écrite, par exemple. On constate aussi une régression vraiment dans les médias, parce que pour ne même pas faire de publicité à certains médias, on a vu des médias qui, au début de leur commencement, ont vraiment montré une très très bonne chose. Aujourd'hui, ils sont en bas. Pourquoi? Parce que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas des jeunes capables ou bien des professionnels de ce métier. Parce que, comme vous le dites, ces gens-là ne vont plus supporter à rester dans une boîte pour s'aventurer, pour le simple plaisir de sortir devant les petits écrans ou bien de parler dans les micros. Exactement. On a remarqué au tout début que certaines chaînes, certaines radios, au tout début de leur lancement, comme vous l'avez bien dit, étaient sur la bonne voie. Mais on a l'impression, je vais me permettre un peu de voir les choses d'un angle financier toujours, surtout quand il s'agit des télévisions et des radios. On a vu qu'au début, ça a commencé bien, mais après il y a eu cette régression parce que le fonds de roulement qui était prévu a expiré. Les moyens qui ont été mis en place, et il n'y a pas eu de retour chez les hommes d'affaires. Donc ils ont arrêté d'investir à un certain moment où ils ont
réduit les investissements. Et par contre, nous ici, dans le pays, il y a d'excellents journalistes, arabophones ou francophones, mais qui travaillent essentiellement quand je parle de journalistes professionnels ici, je pense toujours à la presse écrite, parce qu'elle contient énormément d'excellents journalistes, mais qui ne veulent pas passer de l'autre côté, parce que l'autre côté n'est pas rentable. Et les gens... Est-ce que le problème aussi, le problème de gestion ne se pose pas? Si on se réfère vraiment de ces grands journalistes que vous parliez tout de suite, il y a ce problème de gestion. Si aujourd'hui on prend une direction, on le donne à quelqu'un qui ne maîtrise pas ce domaine, ça pose problème. Oui, ça c'est un point essentiel auquel j'ai toujours pensé. Le fait qu'il y a des... Malheureusement, je ne citerai sûrement pas de nom, il y a des médias qui sont gérés directement par des businessmen et non pas par des journalistes. Par des journalistes, c'est ça le problème. Oui, et on voit clairement, on peut voir clairement sur l'écran de ces médias la différence avec les autres. Les autres, même si ils ont certains médias qui sont gérés directement par des journalistes, même avec les moyens, le peu de moyens, arrivent à donner, à faire quelque chose de plus ou moins professionnel, malgré les faibles moyens. Et par contre, on voit qu'il y a des médias qui sont gérés directement par des gens étrangers au domaine. On voit sur la qualité de l'écran qu'il n'y a pas de professionnalisme, qui ressemble beaucoup plus à des magasins que plutôt des médias. Oui. Ce qu'il y a, je me permets de le dire, non pas parce que je suis ici, mais parce que c'est le seul média que j'ai déjà cité aussi. Le cas de Mauritanie, par exemple, qui a disparu, qui est revenu, malgré les faibles moyens dont il dispose, elle reste plus ou moins professionnelle parce que le propriétaire, celui qui gère directement la boîte, est quelqu'un du domaine. On voit, je vais me permettre, la chaîne dans laquelle moi et vous on a eu à travailler ensemble. Donc pas besoin de citer le nom. Si vous pouvez le citer. Ce n'est pas de la publicité, c'est pour faire la publicité. Donc on voit que Sahel TV, qui est géré directement toujours par un journaliste, et dont le conseil d'administration est composé de grands journalistes. Ça permet que la chaîne donne des informations de manière professionnelle, des émissions plus ou moins aussi excellentes par rapport à ce qui est. Mais malheureusement il y a peu de cas comme ça. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, ce sont les personnes étrangères au domaine qui font chuter certains médias. Les niveaux, exactement. Voilà, surtout ça. Voilà, vous avez parlé tantôt de fonds, de fonds, ou bien de fonds d'aide du gouvernement. Le syndicat des journalistes mauritaniens a indiqué la semaine dernière qu'il soumettrait une demande aux autorités compétentes pour enquêter sur la manière dont le Fonds général de soutien à la presse indépendante de 2019 a été géré et sa conformité aux normes ainsi que l'étendue de l'éligibilité des bénéficiaires. Votre avis par rapport à cela? Je ne sais pas trop, j'ai pas trop d'informations là-dessus parce que je ne fais pas partie des membres ni des bénéficiaires. Même si on avait bénéficié à Maurice Sahel dans le passé de cette aide, mais cette année ça n'a pas été le cas, on n'avait pas postulé. Mais il y a un problème dans la presse électronique aujourd'hui que tout le monde constate, celui du grand nombre de médias entre griffes 375 bénéficiaires cette année. 375. C'est énorme. 375 sites électroniques alors que on en connaît que 10. Il n'y a que 3-4 professionnels. Il y a ce problème qui n'a pas encore trouvé de solution malgré les états généraux organisés par le syndicat des journalistes en 2017. Je pense que c'est à nous journalistes de mettre en place un moyen d'autorégulation, de pouvoir définir qui est journaliste, qui ne l'est pas, et de pouvoir accompagner le gouvernement correctement dans ses objectifs d'institutionnaliser la presse. Donc je pense, mais c'est à nous de prendre la décision. Certes, il y a au niveau des journalistes
nous avons ce problème de sensibilité. Il y a certains sujets fâcheux qu'on veut pas aborder. Oui, donc il y a cette limite très fine entre liberté et pagaille. Donc et tant que nous on n'a pas encore pris l'initiative pour régler la situation de notre domaine. Je pense que le gouvernement, il y aura toujours une partie manquante du puzzle pour régler la situation. On a vu que, je pense que j'ai dit ça, c'est comme vous sur Internet, qu'il y a eu 111 journaux imprimés. Tout à fait. Oui, 111, alors que, bon, je pense que la commission d'aide, si je me mets à leur place de la commission d'aide, vu que tout le monde remplit les mêmes conditions, tout le monde les conditions du dossier, donc tout le monde va bénéficier. Le problème vient de nous, je pense. Il faudrait qu'on puisse régler notre profession. Vous êtes lancé dans le journalisme. Au premier jour que vous lancez dans ce métier, est-ce que papa n'était pas du tout fâché? Parce que le journalisme en Mauritanie, comme on le dit, ça laisse à désirer, parce que il n'y a pratiquement rien, parce qu'en général, les pères de famille ou les mères de famille cherchent toujours que leurs enfants s'embrassent donc d'un métier où il pourra peut-être raconter quelque chose. Et le journalisme, comme vous le savez mieux que moi, surtout en Mauritanie, on le fait pas pour gagner, pour remplir les poches, mais on le fait par amour, on le fait par... tout à fait. Je vous cache pas que je n'ai pas eu beaucoup d'encouragement pour m'engager dans ce domaine, mais je l'avais fait par passion. Même quand j'étais à l'université, c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers stages en journalisme, et je voyais déjà qu'il y avait non seulement le manque de rentabilité, mais il y a aussi un autre problème qui est triste aujourd'hui chez nous. Tout le monde le sait, tous les journalistes le disent tous les jours, qu'il y a certains qui ont aujourd'hui honte de dire en public qu'ils sont journalistes à cause de la mauvaise image que les intrigues ont fait de ce métier. Ces intrigues qui utilisent leur titre de journaliste pour des fins très petits. Donc il y a certains qui ont honte aujourd'hui de dire qu'ils sont journalistes, même s'il y en a encore qui résistent et qui sont fiers d'être journaliste. Malgré tout ce qu'on pense, tout ce que les gens peuvent penser. Oui, c'est pas tous les journalistes qui vendent des articles, c'est pas tous les journalistes qui acceptent d'écrire pour de l'argent. Donc je vous cache pas qu'il n'y a pas eu beaucoup d'encouragement, mais une fois que je me suis engagé dans le domaine, quand j'ai lancé ma boîte, je peux dire que le journalisme a façonné ma vie. Non seulement le métier lui-même, mais tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour de la politique, le monde de la culture, le monde de l'économie, des sports. Donc contact avec tous ces gens, on travaille avec dans tous les domaines, donc on peut agir pour toutes les causes quand on est journaliste. Quand on est journaliste, on peut agir pour l'environnement, on peut agir pour la démocratie, on peut agir pour toutes les causes. Donc c'est un métier qui nous permet d'être un peu polyvalent, et comme vous le savez, notre pays aujourd'hui a besoin qu'on l'appuie dans différents domaines. Surtout dans la communication. Oui, dans le domaine de la communication. Tout à fait. La communication, elle a besoin d'un grand appui. Et quel est le conseil que M. Fadel donnera aujourd'hui à cette jeunesse mauritanienne qui aime vraiment ce métier, qui commence à embrasser ce métier de journaliste? Là, je vais me permettre d'abord de féliciter les jeunes qui sont engagés dans ce domaine et qui malgré toutes les difficultés continuent à résister. Je pense ici aux jeunes du club, le club des jeunes journalistes. Je pense, je ne citerai pas de noms pour ne pas oublier d'autres, tous les jeunes du club qui sont engagés depuis je sais combien d'années dans ça. De passage beaucoup à leur présidente Soya Watt. Oui, une brave dame. Oui, on la salue, on salue Babacar ou Baïndiaï ou Leikan, Awa et tous les autres, Mohamed Diop.
Donc, et il y a aussi les jeunes qui sont dans le syndicat des jeunes journalistes de l'autre côté, qui aussi font preuve de leur amour pour ce métier. Donc je pense que le mot que je vais dire à ces jeunes, c'est juste de ne pas lâcher, que c'est nous qui sommes l'avenir de ce métier. Si nous lâchons, les entrées vont occuper la place et demain on pourra plus se permettre de dire qu'on est journaliste. Alors, M. Fadal, parlons politique. Certainement, vous aimeriez peut-être qu'on parle dans un autre contexte de la politique, mais je ne peux pas vous inviter dans ce plateau sans parler de la politique. Vous êtes un journaliste politologue, analyste, donc quelles sont les raisons de votre engagement politique? Qu'est-ce qui vous a encouragé à s'engager dans la politique? Là, quand je vais revenir un peu aux années de l'université, c'est là où on commence un peu à mûrir et à avoir une certaine image du monde. Et quand on pense un tout petit peu à tout ce dont notre société a besoin, tous les différents domaines qui ont besoin d'être appuyés. On sait aujourd'hui que, par exemple, le sport national a besoin d'être appuyé, que les clubs des jeunes en ont besoin. On sait d'un autre côté que l'environnement en a besoin, que notre ville, par exemple, a besoin d'appui du côté environnemental. On pense à beaucoup de choses et finalement je me suis dit qu'il y a que deux domaines qui me permettraient d'agir dans tous ces domaines en même temps. Évidemment, le journalisme, c'est une passion. La politique, ça a été plutôt, même si je le fais, un devoir. Oui, voilà. En tant que jeune Mauritanien. Vous avez trouvé le terme. Donc, le journalisme était une passion et la politique, c'était un devoir envers cette patrie. Et donc, c'est de l'université que j'ai fait mes premiers pas en politique à travers les regroupements d'étudiants et c'est de là que tout a commencé et au fur et à mesure on voit que l'engagement permet de changer, même si c'est minime, mais ça contribue quand même au changement. Donc l'engagement de chaque jeune dans la chose publique, ensemble, je pense qu'on pourra aider à changer les choses dans le bon sens. Donc c'est de là, même si personnellement je n'aime pas du tout ce domaine que je fais. Je vous le cache pas. J'aime pas du tout la politique, mais on peut dire que la politique a tout donné à M. Fadel? Non, pas vraiment. Je pense qu'il a beaucoup plus pris que donné. C'est sûr? Je pense qu'il a beaucoup plus pris que donné, non seulement en matière de temps, d'énergie, d'effort, mais c'est une expérience aussi, c'est une expérience qui a été agréable d'une certaine manière, qui m'a permis d'apprendre plein de choses, qui m'a permis de me faire entendre. Donc je pense que c'est un domaine très intéressant et je vois qu'il y a des jeunes qui sont passionnés par la politique. Je salue leur encouragement, leur engagement plutôt, et je pense que la jeunesse devrait beaucoup plus s'intéresser à ça, à la chose publique, parce que c'est nous qui allons gérer l'avenir de demain. Oui, qui allons gérer ce pays demain, donc il vaut mieux commencer dès à présent. Vous allez diriger la communication de la jeunesse de l'UPR. Oui. Est-il facile? Je vais la donner un avis totalement apolitique sur ce sujet qui est politique. Donc non, ça n'a pas été facile, mais ça a été une expérience qui m'a permis d'apprendre plein de choses, qui m'a permis plus ou moins d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc ce qui est difficile avec la communication quand on est dans le parti au pouvoir, c'est que on a plusieurs contraintes. On a d'un côté
on est le parti qui dirige, donc tout ce qui se passe, c'est nous, c'est nous qui l'avons fait, en quelque sorte. Vous êtes responsable. Oui, mais d'autre part, on est tenu plus ou moins par l'ancienne école, la langue de bois, la communication institutionnelle, et tout ça, c'est pas facile parce qu'on veut convaincre des gens sur l'utilité de ce que nous faisons, sur la pertinence de notre projet. Je ne sais pas si c'est le cas partout ou juste ici. Je pense que les gens ici préfèrent entendre la critique que l'éloge. Nous, dans notre conception de jeunes partisans aujourd'hui, on pense qu'on n'est pas obligé de faire que l'éloge ou que la critique, qu'il y a un juste milieu, Ce qui est bien, on ne va pas le cacher, c'est notre devoir de le communiquer. Ce qui ne va pas, on va le signaler, mais... Vous devrez le dire aussi. Oui, on doit le dire, mais aussi il faudrait pas qu'on donne la chance aux autres de nous taper dessus, donc le dire en interne, ne pas le dire en externe, qu'est-ce qu'il faut avouer, qu'est-ce qu'il ne faut pas avouer, c'est tout ça. Il y a toutes ces contraintes, mais je pense que en grosso modo, les jeunes qui font de la politique aujourd'hui, que ce soit du côté du pouvoir ou de l'opposition, ou ceux qui se qualifient du juste milieu, qu'ils ont tous les mêmes objectifs, qu'ils ont tous les mêmes objectifs, c'est celui de voir une Mauritanie prospère. Oui, donc je pense que c'est à encourager et à s'allier vraiment. M. Fadel est un fidèle à l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Il l'est toujours ou il a fait un virage à 200 km/h comme le font certains politiciens? Bon, votre question est un peu trop directe, c'est votre rôle de journaliste. Donc, moi je pense que ce n'est pas une question de personne quand il s'agit de la patrie. Il y a des intérêts beaucoup plus grands quand il s'agit de la stabilité de la Mauritanie, du développement de la Mauritanie. On ne peut pas se permettre de penser aux personnes, mais de penser aux projets, aux programmes. Et là, la Mauritanie aujourd'hui connaît une certaine ouverture qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de rencontres entre le chef de l'État et les opposants historiques. On voit aujourd'hui de plus en plus d'opposants dans les médias publics. Il y a cet esprit d'ouverture et d'apaisement qui règne, et c'est essentiel pour notre pays, surtout en cette période où non seulement on est censé nous unir pour notre patrie, mais aussi pour éloigner tout mal qui pourrait accompagner la Qaddar Allah, les futures richesses qui seront bientôt exploitées et qui vont changer littéralement notre niveau de développement. Donc cet esprit d'ouverture et d'apaisement aujourd'hui est à s'allier, et donc indépendamment des personnes, le chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Ould Ghazouani, avait bien précisé un point très important dans son premier discours de candidature, dans lequel il avait affirmé qu'il est là concernant les anciens chefs d'État, qu'il sait que chacun a fait de son mieux pour le bien de ce pays. Il y en a qui ont réussi certains points, ils ont échoué certains points. Il n'est pas là pour les évaluer ni les critiquer, il est là pour combler ce qu'il peut. Moi, l'État a une continuité, et chacun des fils de cette nation qui a eu à la diriger à un certain moment a fait de son mieux. Notre actuel président a présenté un programme très ambitieux, et il est aujourd'hui en train de le mettre en place. On voit de plus en plus de rigueur. Ça, je ne sais pas si ça se sent au niveau du grand public, mais au niveau de l'administration, on voit de plus en plus de rigueur dans l'exécution des plans d'action, et aussi dans le suivi de chaque dossier à part. Donc il y a une nouvelle dynamique qui donne espoir que les 5 prochaines années seront très fructueuses pour le pays. Pour la Mauritanie. Donc on peut dire que M. Fadel a beaucoup d'espoir. Oui, beaucoup d'espoir.
oui, beaucoup d'espoir et de jour en jour, quand nous progressons dans l'exécution du programme, cet espoir augmente, surtout qu'on a vu le programme qu'a présenté le Premier ministre au niveau du Parlement. Ça touche tous les points que nous, Mauritaniens, avons toujours espéré dans différents domaines, la santé, l'éducation, le développement, les infrastructures. Je cite deux exemples ici. Le chômage aussi. Oui, le chômage. Oui. Surtout des jeunes. Oui, exactement. Je vais me permettre de citer un ou deux exemples. Par exemple, la dernière visite effectuée par le Premier ministre dans certains établissements de la ville, à Arafat par exemple, il a fait une remarque qui traduit une grande attention. Il était même fâché. Oui, il avait dit que pourquoi il n'y avait pas de fenêtre dans les classes, les enfants ont froid. Donc ça démontre l'attention qu'il accorde et que le gouvernement accorde au moindre détail pour le bien-être du Mauritanien. Il y a eu à la suite une commission qui a été mise en place pour revoir l'infrastructure de toutes les écoles de Mauritanie. Donc il y a aussi, je me permettrai un autre exemple, celui sur la création d'emplois. Le président de la République avait promis que durant son mandat, il créera des dizaines de milliers de chances d'emploi. On voit que le patronat mauritanien et le ministère de l'Emploi ont déjà commencé pour la mise en place d'une première phase de 6 000. Donc, et ça va continuer. Donc il y a une certaine rigueur dans l'exécution du programme du président de la République qui nous permet aujourd'hui d'être fiers d'avoir participé à sa campagne et d'être fiers que le peuple mauritanien avait fait le bon choix en le mettant au palais gris. Revenons toujours sur l'ancien président. L'ancien président Mohamed Abdelaziz a été écarté du parti de l'Union pour la République qu'il a même créé. Est-il normal, selon vous, en tant qu'analyste politique? Moi, je pense qu'il y a une certaine confusion qu'on fait tout le temps ici en Mauritanie quand il s'agit de partis politiques, d'organisations ou d'associations. Quand moi je pars demain au ministère de l'Intérieur et que je crée une association, par exemple, cette association ne m'appartient pas. Elle appartient à l'objectif pour lequel elle a été créée. Elle suit le règlement le règlement qui a été enregistré auprès du ministère. C'est un bien public. Et même on le définit à chaque fois qu'en cas de disparition, les biens de cette institution vont pour d'autres associations qui travaillent dans le même domaine. Donc il ne faudrait pas qu'on personnalise toujours toutes ces choses, qui révèlent du domaine public. Je pense que, comme je l'avais dit tout à l'heure, que l'intérêt suprême de la nation, ça dépasse tout le monde, ça dépasse les personnes. C'est l'intérêt suprême de la nation qui nous concerne aujourd'hui. Et je pense que c'est le même cas pour tous les patriotes mauritaniens. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Son retour au pays n'est pas prématuré, 4 mois juste après avoir quitté le pouvoir. Mon avis personnel, et j'insiste là-dessus, mon avis personnel, que tout citoyen mauritanien qui jouit de l'ensemble de ses droits a le droit d'être là où il veut, quand il veut. De point de vue politique, je pense que les Mauritaniens... De point de vue politique, il devrait au moins se laisser son successeur le temps de souffler un peu. Je pense que aujourd'hui, la classe politique et le peuple mauritanien, je me permets de le dire parce que c'est la classe politique qui représente un tout petit peu le peuple. Je pense que la classe politique aujourd'hui en Mauritanie et le gouvernement sont tournés vers le futur. Nous regardons plutôt vers l'avenir du pays, de ce qui pourra être fait, les manquements à combler. Donc, et c'est ça l'important aujourd'hui en Mauritanie. Le conflit opposant le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani et son prédécesseur Mohamed Ould Abdelaziz renvoie en réalité au contrôle de l'État, puisque l'UPR, l'Union pour la République, que les deux se disputent, s'est révélé être un parti d'État.
d'ici Kane Hamidou Baba, candidat aux dernières élections présidentielles. Que direz-vous? Non, l'Union pour la République n'a jamais été un parti État et il ne l'est pas aujourd'hui. L'Union pour la République, c'est un parti qui a été créé par une élite politicienne de ce pays en 2009. Il regroupe la majorité des parlementaires et des représentants du peuple. Donc, c'est l'un des rares partis qui a un fondement, qui suit les textes et qui a, par exemple, c'est le seul parti qui a changé de président plus de 5 ou 6 fois en 10 ans. Donc c'est un parti qui respecte l'alternance, un parti démocratique où la grande majorité du peuple mauritanien est regroupée. Cette grande majorité du peuple mauritanien, c'est la même qui a élu le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, au poste de président de la République. Donc je ne vois pas quel autre problème il peut y avoir à part une soif médiatique qui parle je dirais qui aggrave certaines choses qui ne le sont pas. Le président de la République a été clair lors de son interview, lors d'une récente interview. Il a dit qu'il est le seul Mauritanien à ne pas voir que c'est vraiment un grave problème. Moi, je me permets d'être du même avis parce que je ne vois pas un problème. Il y a un président élu par un peuple pour un mandat de 5 ans et qui est un parti au pouvoir qui soutient entièrement ce président, les députés, le bureau exécutif, l'ancien bureau exécutif, l'ensemble des institutions du parti soutiennent le président de la République. Et ils le soutiennent parce que c'est le peuple qui les a mis là-bas qui le soutient. Et voilà, le président de la République est engagé dans un mandat de 5 ans avec un programme bien clair qu'il commence à mettre en place. Et je pense que nous devons beaucoup nous regarder du côté développement, du côté des actions concrètes pour le quotidien du Mauritanien plutôt que des querelles médiatiques que certains médias aggravent ou en parlent beaucoup plus qu'il ne le faut pour je ne sais quelle raison. Donc je pense que c'est plutôt la Mauritanie qui est importante aujourd'hui. Monsieur Fadel, sortons un peu du territoire mauritanien pour aller aux États-Unis d'Amérique où le président Donald Trump est en phase d'être jugé. D'ailleurs, même on parle de sa destitution en tant que politicien, en tant qu'analyste. Qu'en pensez-vous? Bon, je suis pas je connais pas trop la politique en ce qui est de l'international, même si je suis ça tous les jours, mais je pense que cette décision, que cette action d'impeachment qui est en cours, comme le voient tous les analystes, qu'elle n'aboutira pas parce que on sait que le Sénat, la majorité est républicaine, donc c'est pas une action qui va aboutir et on voit même qu'elle peut augmenter les chances du président Donald Trump à se faire réélire s'il arrive à l'exploiter dans le sens inverse contre le Parti démocrate. Même si personnellement j'ai une penchante démocrate, mais vu que je ne suis pas américain, je ne suis pas concerné, mais je regarde les choses donc d'un point de vue qui peut être objectif. Je pense que cette action, si elle est exploitée correctement, elle fera réélire le président américain. Son comportement, le président Donald Trump avec l'Iran, ça vous dit quelque chose? Que personnellement j'ai eu des craintes après la dernière action américaine en Iran. Oui, visant l'Iran en Irak, parce que on sait pas, à un certain moment quand on a appris, on sait pas que les formations, on sait pas ce qui va se passer. Oui, parce qu'on parlait même de la troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est pas la troisième guerre mondiale qui va commencer avec un pays nucléaire contre un pays présumé aussi être nucléaire? On n'en sait pas trop. Donc c'est une force militaire à ne pas négliger, qui a des intérêts dans la sous-région. Mais il y a une suite, la suite des actions a été, même si elle est un peu tragique en ce qui concerne l'avion qui a été abattu, l'avion civil.
l'avion ukrainien qui a été abattu, c'est triste. Mais on voit de la réponse iranienne avant cet accident d'avion, la réponse les missiles, la douzaine de missiles qui a visé des bases américaines. Je pense qu'en faisant exprès de ne tuer personne, mais juste de la consommation médiatique pour dire voilà, on a répondu à l'attaque. Je pense que là on comprend que malgré certaines décisions, je dirais, qui ne sont pas bien réfléchies ou dont nous ne connaissons peut-être pas les raisons, malgré ces décisions, il y a quand même certaines personnes qui sont encore sages dans ce monde et qui veulent que la stabilité continue à régner, surtout que le Moyen-Orient, c'est une zone à forte perturbation depuis toujours, malheureusement. On parle souvent, on parle au plus même du gaz, du pétrole. Les Mauritaniens attendent avec impatience le gaz et le pétrole que nous attendons d'ici peut-être moins de 2 ans. Quelle est aussi la lecture du politicien? Oui, là c'est un sujet très important aujourd'hui. On en parle de plus en plus tous les jours que ça approche. On en parle de plus en plus que la Mauritanie et le Sénégal, on s'attend à ce que les retombées de ces découvertes soient bénéfiques pour le pays. Et c'est pour ça qu'il faudrait un apaisement de la situation, surtout à l'intérieur, mais aussi dans la sous-région. Et là, il faudrait saluer l'engagement du G5 Sahel qui fait de son mieux pour se débarrasser de l'extrémisme et du terrorisme. La conférence qui a été organisée hier au Palais de Congrès contre l'extrémisme entre dans ce cadre aussi. Donc, il y a cette atmosphère d'apaisement qui règne actuellement en Mauritanie est essentielle parce que, comme on le sait partout dans le monde, là où il y a les richesses et les richesses naturelles, c'est toujours des zones de conflit dangereuses. Oui, donc on a besoin de stabilité. On a besoin de renforcer encore davantage nos forces armées, surtout sur le plan maritime. Donc malgré qu'il y a une avancée très grande durant les 10 dernières années en matière de forces militaires en Mauritanie, de réorganisation de la structure des forces armées, c'est à saluer. Il faudrait qu'on progresse dans ce sens, mais il faudrait aussi qu'on réfléchisse à d'autres moyens qui vont en parallèle, des moyens qui vont nous permettre d'avoir la stabilité et la paix pour toujours dans la région sans avoir à utiliser la force militaire. C'est là que vient le rôle du restant de la société. Je pense ici aux chefs religieux, je pense ici aux journalistes, je pense ici à la société civile, je pense ici au gouvernement et à la création d'emplois et à la lutte contre l'extrémisme idéologique. Donc il y a tous ces facteurs qui doivent aller de parallèle pour pouvoir, afin qu'on puisse vraiment bénéficier correctement de ces grandes richesses et de voir enfin d'arriver enfin à un certain niveau que nous avons toujours espéré, même si nos attentes et nos ambitions pour la Mauritanie restent beaucoup plus grandes. Monsieur Fadel est sportif. Vous aimez le football? Non, pas le football. Mais vous aimez les Mourabitoun. Exactement. C'est les seuls matchs de football que je regarde, c'est Mourabitoun. Vous avez suivi le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar hier? Oui, celui qui nous met dans le même groupe que la Tunisie, la Zambie et la Guinée équatoriale. C'est jouable selon vous? Il y a une chose très importante aujourd'hui qu'il faudrait je vais me permettre de la répéter, même si je l'avais beaucoup écrit, je l'écrirai encore beaucoup plus sur Facebook et sur Twitter. C'est qu'aujourd'hui, on se permet d'avoir espoir dans les Mourabitoun, ce qui n'existait pas. Tout à fait. On pensait jamais voir les Mourabitoun dans la CAN, ni dans le mondial, ni dans quoi que ce soit. Et allait même tenir le roi chérifien chez lui. Oui, donc le roi Mohamed VI ne me dira pas le contraire, parce que les Mourabitoun ont failli même gagner
au Maroc. Oui, exactement. Là, c'est une avancée notoire. C'est une avancée notoire qui a pu avoir lieu grâce à la volonté de cette jeunesse. Je salue par là le président de la Fédération du football, je salue l'équipe nationale, tous les membres de la Fédération. Je pense surtout à nos confrères journalistes sportifs qui accompagnent l'équipe nationale et qui ont toujours crié en cette équipe, même quand nous, on n'avait pas espoir. Aujourd'hui, avec cette nouvelle équipe nationale qui nous donne autant d'espoir et qui vaut la peine d'être suivi minutieusement. Donc avec cette nouvelle équipe, je pense qu'avec on peut se permettre de penser à la Coupe du Monde pour une première fois. Inch'Allah. Inch'Allah. Vous êtes jeune, vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel. Est-ce que aujourd'hui Dada Fadel pense à écrire un livre dans le futur? Dans le futur, oui, j'ai toujours eu cette pensée. Dans le futur, oui, et je pense. Et en fait, j'avais lu une citation plus ou moins marrante. J'avais oublié qu'il avait dit que quand on s'engage en politique, on perd jamais. Soit on gagne, et si on perd, on aura quelque chose à écrire pour faire un livre. Je pense que mon expérience, même si elle est brève, même si c'est quelques années, elle a été assez riche, je me permets de dire oui, assez riche, qui a connu beaucoup j'ai travaillé dans plusieurs domaines différents grâce à cet engagement politique. J'ai travaillé sur plusieurs dossiers, donc je pense que si un jour je décide d'écrire, j'aurai de la matière. Si ma mémoire puisse m'aider encore là, je pense que j'aurai de la matière intéressante dont il y a dans certaines parties dont je ne peux pas parler encore aujourd'hui, il est encore trop tôt, mais je pense que dans l'avenir, oui, j'ai cette ambition d'écrire. Restons toujours dans le journalisme. Aujourd'hui, si on vous demandait de choisir quelque chose pour ce métier noble, quelle sera cette chose-là? Choisir quelque chose pour essayer de développer, de faire avancer ce métier. Si par exemple j'étais en charge dans le syndicat des journalistes, ou si je travaille dans le syndicalisme, dans le journalisme, j'aurais réclamé la mise en place d'un centre de formation, j'aurais réclamé la mise en place d'une faculté de journalisme. On en a besoin aujourd'hui. On est selon le dernier recensement du syndicat, on est plus de 1200 journalistes en Mauritanie. Donc, si on compte les journalistes qualifiés aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Oui, je pense que parce que le journalisme, c'est un pilier essentiel de la démocratie. Il est essentiel pour la survie de la démocratie. Donc à mettre en place de la formation continue pour les jeunes, avoir, même si c'est pas une faculté, juste un département dans la faculté de l'État, par exemple, du journalisme, ça serait important pour le métier et aussi pour le pays. Si vous aviez un message à lancer au président de la République? Un message au président de la République, je vais dire juste que moi, les jeunes que je connais, la classe politique d'aujourd'hui, ce que je vois tous les jours sur Facebook, que ce consensus qu'il y a autour de lui continuera grâce à cette détermination que nous sentons tous les jours dans l'exécution de son programme ambitieux, mes engagements, et qu'il faudrait que le gouvernement, que son Excellence Monsieur le Président de la République, comme il a promis, et on est persuadé qu'il fera, donne davantage de la place à la jeunesse, à mettre un nouveau sang non seulement dans l'administration, mais dans la chose publique en général. Il faudrait que la jeunesse puisse être impliquée concrètement dans la prise de décision. Et je pense qu'on est sur la bonne voie pour cela. Monsieur Fadel, il ne nous reste pas beaucoup de temps, juste 2 minutes pour terminer cette émission. Quel sera le dernier message que lancerait M. Dada Fadel à la jeunesse mauritanienne? Le dernier message à lancer à la jeunesse, je penserai surtout à la nécessité de l'engagement, non seulement en politique,
mais l'engagement en général, l'engagement dans la culture, l'engagement dans le sport, l'engagement que chacun choisisse là où il se sent le mieux, mais s'y engage pour de vrai. Donc c'est en conjuguant tous ces efforts que la jeunesse pourra avoir sa place, que la Mauritanie, que nous espérons, pourra avoir lieu. Monsieur Fadel, c'est avec un très 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 grand plaisir que je vous ai reçu aujourd'hui dans nos murs, connaissant votre engagement, votre intelligence. Donc je vous dis merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup à Mauritanie, merci à l'ensemble de l'équipe. Là, je vais me permettre juste en dernier hommage. J'avais parlé au tout début que mon premier stage a été ici à Mauritanie. Je vais me permettre de faire un hommage à la doyenne qui m'a initié en journalisme, Madame Rakissi. Oui, donc je la salue de ce soir et je vous remercie pour cette opportunité. J'espère vous revoir bientôt. Très très bien, Monsieur Fadel. Merci également à vous, chers auditeurs de Mauritanie de MFM, la radio de votre choix, comme j'ai l'habitude de dire. Un grand merci à Mouloud Abdellahi à la partie technique, un homme infatigable qui fait beaucoup pour cette radio. Merci et je vous donne rendez-vous Inch'Allah la semaine prochaine. J'avais comme invité M. Dada Fadel, jeune Mauritanien intellectuel engagé qui a tout donné pour ce métier de journalisme. Alors donc je vous donne rendez-vous Inch'Allah le mercredi prochain avec un autre invité. Bonsoir. Point de vue. Point de vue, votre émission hebdomadaire sur la première radio privée en Mauritanie. Mauritanie d'MFM, la 100.5. Tous les mercredis à partir de 20h. Présenté par Baba Karma.